C'est intéressant ça. Ah bon, ça existe encore, ce serment d'Hippocrate? Ah bon. Serment d'Hippocrate, merci. Alors, le titre de cette table ronde, c'est Serment d'Hippocrate ou Obéissance. Quel avenir pour la santé? Pour parler de cela, nous avons le docteur Blum qui était déjà là tout à l'heure. Nous avons le docteur Hélène Youla qui est venue nous rejoindre. Nous avons le docteur, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, malheureusement, je n'ai pas encore fait sa connaissance, Jean Colombera. Alors, ben voilà, vous le défendez, vous avez bien raison. Mais on va faire connaissance. Évidemment, Laurence Kaiser qui est là aussi. Jean Hus qui est avec nous, donc ex-député et un des fondateurs de Freileben, et il insiste pour dire qu'il va parler en son nom personnel dans cette table ronde. Et enfin, quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, que je tenais à vous présenter, le docteur Benoît Axe. Bon, c'est bien, mais il fallait remettre un petit peu de baume au cœur avant de démarrer ce sujet, en partant d'un sujet qui était très très dur. Donc ça nous fait du bien, on respire un peu, on rit un peu, et puis on revient au sérieux maintenant. Et évidemment, vous êtes 6, on a à peu près 1 heure pour échanger. Et je voulais avoir un avis, avisé évidemment, sur quel est l'avenir pour la santé, où en sommes-nous. Donc nous savons, nous citoyens, où nous en sommes par rapport à la santé, plus ou moins, mais de votre point de vue, que pouvez-vous nous dire sur quel avenir pour la santé? Qui veut commencer sur cette question? Vous voulez que je distribue la parole? Oui, je distribue la parole. Alors, je vais distribuer la parole et je vais la donner à Hélène Youla. Prenez le micro, allez-y. Quel avenir pour la santé? Quel avenir pour la santé? C'est pas un mince chantier. Ah non. C'est difficile. Je peux pas donner un avis pertinent. Je peux juste donner une opinion qui va s'appuyer sur les 3 années que nous venons de vivre, parce que dans cette histoire, dans cette crise absolument extraordinaire que nous avons vécue, beaucoup de choses se sont effondrées, notamment. On a vu à quel point les différentes institutions sur lesquelles on s'appuyait, parce qu'elles représentaient le socle de nos références, de nos croyances, on a vu à quel point elles se sont effritées, à quel point elles n'ont pas répondu à nos attentes, à quel point elles ne nous ont pas aidés, ne nous ont pas soutenus. Et dans ce cadre-là, je pense que la médecine a malheureusement montré le même visage. C'est-à-dire que dans cette crise qui était, au début, en tous les cas, sanitaire, il me semble que les meilleurs experts pour faire face à une crise sanitaire, c'est ceux qui ont été formés pour ça, c'est-à-dire le corps médical. Et malheureusement, les médecins, nous avons été pris dans la même panique que la population générale, et ce qui aurait dû être un réflexe professionnel, en fait, a complètement disparu. C'est-à-dire que les médecins ont réagi comme des non-professionnels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas analysé la situation, ils n'ont pas critiqué les événements, ils n'ont pas... le Covid qui est arrivé n'a pas été interrogé, c'est-à-dire, c'est un virus qui arrive, ok, mais des virus, on en a déjà tellement eu, on sait ce que c'est, normalement. Les mesures qui ont été prises, la toute première, c'était interdiction aux médecins de soigner. Moi, j'avoue que je suis restée pantoise devant cette mesure. Je me suis dit, depuis quand est-ce que les médecins ne peuvent pas soigner? Ça n'a interpellé personne non plus, en tout cas pas la grande majorité. Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, on voyait que là, vraiment, le réflexe médical, qui était de se mettre en face de la maladie pour venir en aide aux patients, ce réflexe n'existait plus. Et donc, je voyais autour de moi d'autres professionnels qui prenaient le relais, qui venaient en aide aux gens, tant sur le plan physique,
Je pense aux médecines alternatives, les naturopathes, et je ne citerai que, mais enfin je pense à beaucoup d'autres, mais également au plan psychologique. Tout ce qui aurait dû être la mission médicale, vraiment a échoué totalement. Dans cette crise, c'est vraiment le sentiment profond que j'ai eu, et j'en étais atterrée, parce que c'est nous qui aurions dû être au front, pas tout seul évidemment, d'autres auraient dû suivre derrière, mais en tout cas la première barrière, je crois que ça aurait dû être le corps médical. Donc je suis vraiment triste de ce qui est arrivé, et je demande pardon à toutes les personnes qui ont dû avoir à subir cette chose de plein fouet, qui ont fait confiance à leurs médecins et qui n'ont pas pu être aidés. Je pense que la future médecine sera une médecine vraiment, devra être une médecine qui sera détachée des conflits d'intérêts, des situations, des besoins matériels, et qui sera une médecine qui remettra l'humain au cœur de la santé. Merci. Alors, juste une seconde. Donc, une personne a demandé la parole, je vais lui donner, puis je vous donnerai la parole, Dr Blum, promis. On a effectivement constaté que des personnes qui ne sont pas médecins prennent en main cette question du soutien ou du soin. Et puis moi, ce que j'ai pu observer aussi, c'est beaucoup de médecins qui quittent la médecine pour pouvoir prendre soin de leurs patients. Ça, c'est aussi quelque chose que je remarque. Et peut-être sur ce point, je vais donner la parole à Laurence Kayser. Oui, bonjour. Voilà, alors pour moi, depuis 2020, les médecins ont trahi 3 fois leur serment. La première fois, effectivement, en refusant de soigner. La deuxième fois, en embarquant tout le monde dans une expérimentation de masse, sans réfléchir. Mais ce qui prouve bien que les médecins sont des êtres humains, faillibles. Et la troisième fois, c'est maintenant, c'est en refusant de voir les effets secondaires. Alors quand Cécile pose la question, quel avenir? Ça dépend de quel point de vue on se place. Ce qu'on nous promet comme avenir, c'est une médecine connectée, c'est la e-santé. On voit déjà maintenant fleurir des cabines de diagnostic dans les supermarchés apparemment. On se rend bien compte que nos smartphones et nos montres nous disent déjà combien de pas on a fait, combien de calories on a dépensé, quelle est notre tension, notre rythme cardiaque. Et bientôt, on n'aura plus qu'à rentrer ça dans un algorithme pour savoir ce qu'on a le droit de manger et qu'est-ce qu'on doit prendre comme médicament. Donc, on se rend compte que la médecine de base, de terrain, qu'il y a un travail de sape. Hein, il est prévu que ça disparaisse. Et on a éduqué les gens à toujours téléphoner au médecin d'abord. Et le médecin, ça ne le dérange plus de faire des consultations à distance. Bon, je suis consciente qu'il y a aussi un problème de pénurie médicale, hein, mais néanmoins, nous serons tous d'accord pour dire qu'un malade doit être vu et examiné et que la médecine à distance doit rester occasionnelle et vraiment que c'est un pis-aller. Donc on nous pousse vraiment vers cette e-santé. Et puis à côté de ça, il y a effectivement de plus en plus de gens qui veulent reprendre leur souveraineté sur leur vie, sur leur corps. Ça doit passer par cette étape obligée de se souvenir que nous sommes des adultes responsables, que nous sommes donc tout à fait capables de savoir comment nous allons. Donc le médecin doit être et rester au service du patient. Et non pas, il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas le patient qui doit obéir au médecin, mais c'est juste l'inverse. C'est le patient qui sait ce qui lui convient ou non comme traitement ou comme alimentation. C'est le patient qui doit dire au médecin, là, vous m'avez prescrit quelque chose que je ne supporte pas et je ne souhaite pas le continuer et je veux que vous trouviez une autre alternative. Donc c'est extrêmement important que tout un chacun se souvienne de ça et travaille à sa propre santé.
avec la collaboration du professionnel de soins. Effectivement, je pense que nous allons avoir une série de médecins et de soignants qui vont sortir du système. Moi-même, je suis en train de faire cette démarche afin de ranger mon diplôme de médecin dans un tiroir et de me mettre au service de celles qui le désirent. Je suis gynécologue, donc c'est plus celles que ceux, pour travailler sur l'autonomisation en santé. Nous devons tous vraiment nous rendre compte de l'état pitoyable de l'hôpital public. Et je crois qu'ici, dans cette salle, en tout cas, personne n'a envie de se retrouver confronté aux urgences hospitalières un soir, un vendredi soir. Hein. Donc, nous devons absolument travailler là-dessus. Et il y a plein d'alternatives merveilleuses à la médecine chimique et connectée qu'on nous propose pour demain. Merci beaucoup, Laurence. Merci. Je vais, monsieur Dr Blum, si vous voulez prendre le micro, prenez le micro. Donc, le Dr Blum n'a pas tout à fait la même perception que ce qui a été dit au tout début de cette table ronde. Et comme j'adore, moi, quand on n'est pas tous d'accord, ça me convient très très bien. Je vous en prie. Oui, bon, là, il faudrait une petite précision. D'abord, le programme officiel, je vois qu'on débute déjà par autre chose que ça a été prévu. Je n'ai rien contre, hein, bon, c'est pas ça. Mais je voudrais quand même faire une petite remarque au public. Ne prenez pas ça mal. Mais je voudrais quand même que le public ait un peu plus de retenue. S'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'applaudir à chaque phrase, etc. Écoutez ce que tout le monde a à dire, réfléchissez et ne réagissez pas de façon trop spontanée et viscérale. On n'a rien compris. C'est dur, hein. Bon, on n'est pas... Non, c'est pas une provocation. Non, pas du tout. Non, je suis très, très sérieux. On est ici 5 personnes. On a des points communs, mais on a aussi des divergences. Et je voudrais que la science se passe un peu comme une science scientifique, avec un peu de retenue et pas à chaque fois, etc. On n'est pas au carnaval, désolé. Je vous provoque un tout petit peu, mais ça, c'est mon opinion. Voilà. Merci, très bien, vous avez raison. Voilà, ils ne sont pas obéissants. Ah mais, alors, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, et puis le docteur Blum a la liberté de dire ce qu'il veut dire, il est là pour ça. On lui a demandé d'être là pour ça. Donc il a le droit. Docteur Colombera, vous voulez réagir? Vous voulez... Alors pour moi, on est bien dans le thème, hein. Donc le point que j'avais là, c'est Hippocrate ou obéissance, quel avenir pour la santé. Donc c'est bien ce que j'ai sur ça. Par contre, ça. Cécile. Voilà. Oui. Je vais introduire le docteur Colombera. Ah, très très bonne idée. Parce merci. Que le docteur Colombera, les Luxembourgeois le connaissent, mais ceux qui ne sont pas luxembourgeois ne le connaissent pas. D'accord. Jean est une personne qui s'est battue pour la liberté de prescription et qui est très connu au Luxembourg, et peut-être plus connu que moi d'ailleurs. Il s'est battu depuis longtemps. Il a été suspendu. Il a eu un mouvement, il était dans un mouvement politique, il s'est battu pour plein de choses, pour plein de libertés. Et il continue à faire énormément de courriers à tous les ministères et à tous les journaux. Donc Jean est une personne très importante au Luxembourg. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Et Jean Colombera voulait réagir justement. Et vous avez le micro, allez-y, profitez-en. Je vais avoir des ailes, monsieur Hawks. Merci, docteur Hawks. Bien. Alors, je voudrais passer le premier message à toute l'audience ici. La première chose que vous devez faire, suivez mon conseil, s'il vous plaît, suivez-le. N'ayez pas peur. Pourquoi? Vous avez bien vu que le narratif au niveau des télés, des radios, c'était toujours la peur. Le Covid, vous allez mourir du Covid. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez avoir des effets secondaires, vous allez mourir. Il ne faut pas avoir peur, parce que toutes les maladies, quelles que soient, on peut les traiter. Et c'est le médecin qui est au milieu de la bataille. Le médecin, lui, est la personne centrale. Quelle est la personne la plus immunisée? C'est le médecin. Pourquoi? Il entre en contact avec les gens qui ont une toux, qui ont la diarrhée, il prend les prises de sang, hein, les petits enfants, les urines dans le visage, je demande ça. Bon, alors, le médecin est la personne la plus immunisée du système. Pourquoi est-ce que le médecin doit avoir peur d'une maladie?
qu'il y a une peste, qu'il y a le sida, qu'il y a le virus du Covid, on s'en fout. Le médecin est là pour guérir les personnes, pour donner des conseils. S'il ne veut pas faire ce travail-là, il doit chercher une autre formation. Bien. Deuxième conseil que je vous donne, c'est qu'on n'a jamais parlé une seule personne, un seul mot. Jamais, dans les 3 années qui se sont écoulées, il n'y avait jamais une parole sur la prévention. Point final. Parce qu'en faisant la prévention, le système immunitaire va augmenter ses forces et s'il y a un virus, s'il est là, bon, le système immunitaire peut le combattre. C'est sûr ou c'est pas sûr? Bon, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas jamais parlé une seule fois de la prévention? Ça, c'est une bonne question. Puis, je vais vous dire que même si on avait interdit certains médicaments, il y a quand même toujours un arsenal dans la médecine naturelle, parce qu'il n'y en a pas en plus, il y a toujours un élément ou 2 éléments qu'on peut utiliser pour remplacer les médicaments chimiques. Parce qu'il faut savoir, avec les médicaments chimiques, vous pouvez peut-être traiter les symptômes, mais il faut traiter après le terrain. Je vous donne un exemple. S'il y a du feu dans votre maison, il y a la chaise qui brûle, il y a le sofa qui brûle, il y a la table qui brûle, bien, alors il y a les pompiers qui arrivent, avec de l'eau, ils vont éteindre le feu, et puis lorsque c'est fini, ben, la maison a été détruite par le feu et par l'eau. Donc, en principe, pour traiter n'importe quelle maladie, les symptômes, vous les traitez, mais après les avoir traités, il faut traiter le terrain, parce que sinon vous avez du long Covid, et personne ne sait pourquoi. Et parce qu'il faut remplacer les chaises, il faut remplacer les sofas, il faut tout remplacer. Parce qu'il faut tout qui a été détruit, le remplacer. Il ne faut pas traiter seulement les symptômes, il faut traiter le terrain après la maladie. Et c'est ça le 3e message que je vais vous donner. Et soyez rassurés, n'ayez pas peur, il y a toujours des possibilités pour traiter, pour guérir quelqu'un. Merci. Merci beaucoup. Benoît? Alors, merci Jean, et merci pour tout le travail que tu as fait. L'avenir du Covid, l'avenir de cette médecine. Alors première chose, je vais aller dans la gravité, parce que l'avenir de la médecine, ça va être de traiter les effets indésirables des vaccins, probablement. Il est possible, et on ne sait pas, on est un petit peu dans l'expectative, mais il est possible qu'on ait énormément de cancers, il est possible qu'on ait énormément de pathologies cardiovasculaires. Alors, je vais revenir un petit peu à la physiopathologie. J'ai fait des analyses pour lesquelles j'ai été connu à partir de 2021, à partir du début des années du Covid, parce qu'à l'époque, avec l'AstraZeneca, on parlait de thrombose. Donc, toutes les personnes qui venaient, j'avais beaucoup de personnes qui venaient à mon cabinet, j'ai fait des analyses de sang chez tous les vaccinés. Et je me suis retrouvé avec 700 analyses de sang environ en mois de juillet, août. Et j'ai travaillé avec Hervé Seligman parce que je lui parlais et je lui disais, j'ai plein de dédimères qui sont élevés. Alors je vous prends un exemple, parce que j'aime bien prendre un exemple. Et finalement, je vais vous dire, c'est un témoignage. Le témoignage d'une personne qui vient se témoigner d'un effet indésirable. Et cette feuille-là, c'est une analyse de sang, mais je considère que c'est un effet indésirable. Alors je vous donne. C'est une jeune fille, infirmière, qui a 33 ans. Et elle vient chez moi au mois de juin 2021. Elle est fatiguée, elle vient de faire un vaccin. Elle me dit, est-ce que je peux avoir un arrêt de travail parce que je suis fatiguée? Elle me demande juste ça. Elle ne me demande rien d'autre. Parce qu'il y avait plein de monde dans ma salle d'attente. Elle était juste devant la secrétaire parce que la salle d'attente était pleine. D'ailleurs, la salle d'attente, c'est tous les fauteuils qui sont là. J'ai déplacé ma salle d'attente. Et elle me demande un arrêt de travail et elle veut pas attendre, elle me demande juste un arrêt de travail. Je lui dis, est-ce que tu veux pas faire une analyse de sang? Comme ça, j'avais aucune suspicion, je me suis dit simplement pour un contrôle. Je faisais mon travail de médecin, de contrôleur des effets indésirables d'un vaccin expérimental. Comme si j'avais participé à l'étude vaccin Covid. J'ai cette analyse, je la reçois. Non, je la reçois pas.
Le médecin du laboratoire réuni me téléphone en urgence pour me dire « Attention, vous avez un patient qui n'est pas bien du tout là ». Donc, 4788 de dédimère. La limite est à 500. Elle a 33 ans. Et 47,8 de CRP. La CRP, c'est la C-réactive protéine. Alors, Jean, tu es médecin. Hélène, tu es médecin. Laurence, 4800 dédimères, qu'est-ce que vous faites? Bien, Benoît, il faut peut-être expliquer les dimères, ce que c'est. Parce que les gens ne comprennent peut-être pas. Bon, si je vous donne un peu de biochimie, il faut savoir que lorsque vous saignez, bon, il y a le fibrinogène qui se met en action, une protéine qui donne la fibrine, ça donne un caillot. Et puis, le corps va contre-réguler, c'est-à-dire il va il va construire la plasminogène qui va amener de la plasmine qui va détruire le caillot sanguin. Et à ce moment-là, il y a les D-dimères qui s'installent, qui viennent dans le sang, et les E-dimères. Mais bon, les E-dimères, on laisse à côté. Il y a les D-dimères. Donc, en principe, lorsque vous avez des dimères élevés, ça veut dire que vous aviez ou bien une occlusion veineuse, une embolie, une phlébite ou une occlusion artérielle. Donc, il y a quelque chose à faire. Il faut tout de suite penser, attention, il y a les artères, une des artères qui s'est bouchée. Je continue. Et je vais... La CRP à 47. 47 de CRP, c'est normalement un syndrome infectieux. Nous, dans notre pathologie, dans notre pratique de médecin généraliste, 47 de CRP, alors j'en ai vu des 100, 150, 210 de CRP. C'est normalement une infection bactérienne, c'est une pneumonie, c'est une bronchite, ça peut être une pyélonéphrite, ça peut être une cystite aggravée qui a traîné depuis une semaine. Mais à ce moment-là, on a de la fièvre, on a des symptômes, on a d'autres choses. Elle était juste fatiguée. Mais étant donné qu'elle a 4700 de dédimères, là, je suis obligé de l'envoyer en hôpital. À l'hôpital, ils font un scanner des poumons pour regarder s'il y a une embolie pulmonaire comme à Dijon. Ils regardent s'il y a un syndrome infectieux quelque part. Ils vont l'examiner. Ils ne trouvent rien. Mon dossier est rempli de patients comme ça. On n'a rien trouvé. C'était exceptionnel qu'on trouve une embolie pulmonaire. Alors, à l'époque, la première fois que j'ai parlé ça, j'ai dit, ça, c'est une nouvelle pathologie. Ça s'appelle, moi je l'ai appelé, comme ça, par hasard, je l'ai appelé la Covid vaccinale. Il faut considérer que c'est une nouvelle pathologie. Or, à l'hôpital, ils refusent d'admettre que c'est une nouvelle pathologie. À nous de dire, de mettre un nom sur quelque chose qui se passe. C'est la Covid vaccinale. On l'appelle autrement, j'en sais rien. Il faut qu'on trouve un nom. Il faut qu'on dise, c'est fini, on ne croit plus à vos longs Covid. Les longues grippes, ça n'existe pas. Les longues rhinopharyngites, ça n'existe pas. Les longues, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Pourquoi on nous fait un long Covid? Et excusez-moi de penser, mais j'essaie toujours d'analyser. Il est possible que le long Covid soit un terme qui a permis de cacher les effets indésirables des vaccins. Bien sûr. Donc appelons un chat. Quand il y a des effets indésirables après un vaccin, on l'appelle, il faut qu'on trouve le nom pour une maladie. Appelons-la la Covid vaccinale. De façon à ce qu'on définisse qu'il y a quelque chose qui existe. Parce que les médecins en hôpitaux, les médecins qui reçoivent les effets indésirables, refusent de voir qu'il y a une pathologie. Transmettent même les patients en psychiatrie parce qu'ils refusent de dire que c'est une pathologie. Et il faudrait qu'on la définisse. Il faudrait qu'on en discute avec Christian Perron pour qu'on définisse cette pathologie avec tous les symptômes qui peuvent la caractériser. L'avenir du Covid, je vais arrêter, l'avenir du Covid, l'avenir de la médecine, ça va être aussi de définir cette maladie et de la traiter et de s'organiser pour la traiter. Merci. Merci. Jean Housse, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez réagir maintenant? Oui. C'est parti. Oui, parce que au fond, j'aurais tellement à dire que vous devrez rester ici jusqu'à demain après-midi. Bon,
quand même pour essayer de répondre aux questions posées, je voudrais quand même faire une remarque préliminaire. Et cette remarque préliminaire est la suivante. Mon ami Benoît Ox est condamné pour la 2e fois par le collège médical pour comparaître devant le tribunal. Il est accusé par le collège médical. Je ne connais pas la date. Le 1er mars. Le 1er mars. Ah, le 1er mars déjà? Oh, je suis en vacances. Je suis en vacances, malheureusement. Bon, le problème, c'est que moi, je voulais dire, c'est que c'est une honte totale qu'un collège médical, c'est pour ça, maintenant que je lui ai dit, je parle en nom personnel et en tant qu'ex-député dans la commission de la santé au Parlement et dans l'Assemblée parlementaire au Conseil de l'Europe. Je ne parle pas au nom d'autres associations dont je suis président ou vice-président qui ont des subventions du ministère de la Santé. Donc là, je parle en nom personnel et en tant qu'ex-député. Je peux le préciser. Pour moi, c'est une honte totale qu'un médecin qui traite des patients soit condamné par un collège médical. C'est une honte. Parce qu'un médecin est là pour accueillir des patients, pour diagnostiquer, pour leur parler, pour faire un diagnostic et pour faire une thérapie. Si un médecin ne fait pas ça par rapport à un patient, si on l'empêche de le faire, pour moi, je ne suis pas juriste, mais je le dis très clairement, pour moi, c'est l'abstention fautive, pour moi, c'est la non-assistance à personne en danger. Et j'accuse le ministère de la Santé, le collège médical et les soi-disant experts dans ce pays, experts virologues, de ces 3 choses que je viens de dire. Et pour cela, je vous invite, pour ceux qui ont le temps, de venir le 1er mars au tribunal ici, au Luxembourg, ou bien dans la cour intérieure, ou bien devant. Et là, je pense qu'il faudrait constituer un tribunal populaire. Et dans le cadre de ce tribunal populaire, il faudrait entre nous un procureur qui retourne cette plainte, c'est-à-dire qui retourne la plainte contre le collège médical pour abstention fautive, pour non-assistance à personne en danger. Parce que c'est ça qui est arrivé à Benoît Ox, et c'est ça qui est arrivé apparemment à une deuxième collègue, je crois gynécologue, ici au Luxembourg, et c'est ça qui est arrivé dans tous les pays autour de nous. Pour moi, c'est une honte pour la médecine, c'est une honte pour les ministères de la Santé, c'est une honte pour tous ces soi-disant experts, virologues, infectiologues, etc., qui ont contribué dans tous les pays à formuler ce qu'il fallait faire. Parce qu'il faut bien le voir, pas seulement dans notre pays, mais aussi dans notre pays. Quand vous avez entendu les ministres responsables, surtout notre ministre d'État, ministre aussi de la communication, donc des journaux et des médias, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Mais comme les autres aussi, il a dit, oui, nous, au fond, nous n'y comprenons pas trop, nous nous fions à l'avis des experts. Alors les experts, c'est eux qui les ont choisis, les experts. Hein? Donc, ça, peut-être pour un avis, et moi je pense vraiment qu'il faut vraiment nous mobiliser, il faut arrêter de nous faire faire. Il faut faire ce que Jean a dit. Il ne faut plus avoir peur. Moi, je constate en regardant un peu les médias, etc., dans tous les pays, en Suisse, en Allemagne, etc., je vous dis, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. C'est que moi, le narratif du Covid a pris les premiers, comment dire en français, les premières fissures. Au début, ces fissures sont encore très fines.
Mais cette première période est passée. Nous sommes dans la deuxième période. Et dans cette deuxième période, les fissures deviennent plus grandes. Et si vous comprenez un tout petit peu à la construction, à l'architecture de maisons ou de grands bâtiments, du moment que les fissures atteignent un certain niveau, la façade s'écroule. Et je vous prédis que dans quelques mois, je suis très sûr, dans quelques mois, le narratif du Covid va être terminé, ça va être totalement fissuré et la crédibilité des gens qui ont défendu ça va être partie. Seulement, maintenant, il faut faire attention. Que faire dans ce moment-là? Toutes ces personnes, tous ces médecins, tous ces spécialistes, tous ces politiques, tous ces ministres, etc., qui ont quand même pendant 2 ans et demi, produit ce narratif, ou seulement cru le narratif. Parce que moi, je peux vous dire, et Michel va vous le confirmer, si vous voyez les députés, qu'ils soient européens ou nationaux, il n'y a pas de très grande différence. Moi, j'étais pendant 15 à 20 années dans la commission santé, ici au Parlement luxembourgeois, et puis dans l'Assemblée parlementaire du Conseil l'Europe à Strasbourg. Je peux vous dire, au niveau de la Chambre, quand la session parlementaire a commencé en automne, quand il y allait de la distribution des commissions entre députés, celle qui était le moins sollicitée, c'était toujours la santé. Celle qui était le plus sollicitée par les députés, c'était le sport. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vous dis, il y a 60 députés dans cette Chambre des députés. Il y a encore une certaine partie qui sont encore là, que j'ai connues quand moi j'étais là. Et puis, il y a plus de la moitié qui sont des jeunes. Mais je vous fais un pari parmi les 60 députés qui sont là dans la Chambre. Et les ministres sont, soyons polis, hein, à un niveau analogue. Parmi ces gens-là, il n'y a pas d'eux qui comprennent la moindre des choses sur ce que c'est que la politique de la santé, ce que c'est la médecine, ce que c'est la science, etc. Et je pourrais vous donner des, je ne sais pas combien d'exemples qui vous montreraient cela. Je ne vais pas vous laisser faire, mais je suis désolée, hein, Jean-Yves. Mais il y a 5 autres personnes à qui je dois donner la parole. Après, je vais parler de l'avenir de la santé. D'accord. Ah ben oui, parce que c'est le sujet. J'aurais voulu revenir sur le docteur Blum. Docteur Blum, ben oui. Donc, mais la question que je voulais vous poser tout à l'heure, vous avez dit, c'est pas tout à fait ça que je pensais voir à cette table ronde. Et donc, j'aurais voulu avoir votre point de vue sur la manière dont vous voyez cette table ronde, ce dont vous auriez voulu parler vous. Ok. Bon, je ne serai pas trop long. L'avenir de la médecine. Bon, on a parlé de serment d'Hippocrate. Tout le monde en parle. Il y en a peu qui l'ont lu. Il est effectivement ancien, très ancien. Il y a des choses dedans qui ne semblent plus modernes. Il n'y a pratiquement aucune phrase qui est dedans qui est importante, c'est-à-dire qu'il faut quand même se remémoriser de ses vertus, de ses ancêtres et de ses traditions. Le reste, évidemment, c'est grec, très très ancien, enfin traduit bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a fait aussi le serment de Genève, qui est un peu plus adapté, disons. Bon, ce que j'en tire, c'est qu'effectivement, la médecine n'aura pas de chance si le médecin ne garde pas sa conscience professionnelle et personnelle, et son courage personnel. Il est clair que ce qui se passe actuellement était, dans un petit sens, déjà prévisible, pas uniquement à cause du Covid. Moi, déjà, j'ai fini à l'UNIF en 1981, et là, déjà, s'est fait sentir le poids des firmes pharmaceutiques, notamment chez nous, évidemment, notamment par les antibiotiques et les anti-inflammatoires, etc. Et on a très bien senti déjà à l'époque, ce qui fait déjà quand même un certain nombre d'années, on a déjà senti le lobbying des firmes pharmaceutiques, tout comme il y a aussi le lobbying dans le Parlement européen et partout ailleurs. Et le poids, c'est évidemment au fil des décennies, il s'est accentué. Et si on n'arrive pas à briser ce lobbying, ce sera très très dur. Et on le voit. Déjà à l'époque, nous en tant que dentistes, on a été un peu à l'abri parce que nos méthodes de traitement sont très 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 variées.
parfois même artisanales, hein, il faut dire. Et là-dedans, je rappelle le fameux dicton, la médecine, c'est un art. Ce n'est pas uniquement une science ou une médecine, c'est aussi un art. Il faut avoir le feeling du patient, le feeling de la technique, et de mettre tout ensemble pour avoir un traitement optimal. Tout ce qui dérange cette procédure est en fait négatif. Et ce qui passe aujourd'hui, ce n'est pas uniquement négatif, c'est criminel. Ça, c'est clair. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas être pessimiste. Hein. J'avais dit auparavant, là, plus le matraquage augmente, plus ma détermination augmente. Ça, je l'avais dit, et ça, c'est clair. Donc ça, c'est extrêmement positif, parce que si on lâche la corde, c'est perdu et le navire va à la dérive. Donc, il est bien que l'on puisse parvenir à communiquer nos idées, ce qu'on a, au public. Parce qu'il faut dire qu'un grand défaut des médecins est qu'ils se concentrent énormément sur leurs patients. Ils travaillent dans les 4 murs. Et ce n'est que vers 6, 7, 8 heures ou même plus tard qu'on se rend compte qu'il y a encore d'autres problèmes que ceux qui apparaissent parmi nos patients et aussi dans nos 4 murs. Et donc, l'engagement, il faut comprendre ça, l'engagement extérieur, que ce soit dans des syndicats, dans des associations, est relativement difficile. Et ce n'est que maintenant, avec cette crise de Covid, que les médecins se rendent effectivement compte qu'ils sont malmenés. C'est-à-dire que la pression augmente, et au début de la crise, effectivement, on nous a mis des menottes. Des menottes, ça c'est clair. Parce qu'on a dit, c'est illogique et c'est inhumain, et à mon avis c'est inexcusable de dire à un médecin qui a fait toute sa vie un traitement normal, différé, différencié, etc., et qui a travaillé avec sa conscience, maintenant de lui dire, tu ne fais rien, tu dis au patient de rentrer à la maison, de prendre du bête paracétamol, et puis tu attends juste que ça ne puisse plus marcher, et alors hop, c'est l'ambulance qui t'emmène dans un hôpital surmené, complètement chaotique, etc. C'est quoi ça comme politique? Mais le problème, c'est que ce n'est plus les médecins qui font la politique. C'est les syndicats, c'est les gouvernements, et puis après, on n'a qu'à regarder en Amérique comment ça se passe. Vous connaissez le problème des portes tournantes, n'est-ce pas? Là, j'ai vu un placard, comment on dit ça, une annonce là en bas. Hein. Donc, voilà, il est ici. Donc ça c'est, voilà, ça devrait être défendu. Hein. Une Drehtür en allemand, hein, donc une porte tournante. Vous êtes chez les pharma, hop, 3 ans après, vous êtes en politique. Si ça marche plus, hop, vous retournez dans le... Et ça se voit aussi au Luxembourg. Hein. Maintenant, je ne vais pas devenir politique, mais quand je regarde un grand parti politique ici au Luxembourg, comme il a récupéré quelqu'un qui, après une fête électorale, est entré dans le secteur privé et maintenant revient en politique. Bon, je ne veux pas condamner tout le monde, mais ça me rend un tout petit peu nerveux, il faut le dire. Voilà. Et donc maintenant, je dirais, les médecins se réveillent et il faut que le public aussi, qui est déjà réveillé, ça se voit très bien, soutienne cette action, que l'on puisse partir ensemble. Ensemble, il faut se soutenir tous les deux. D'un côté, le corps médical malmené de tous les côtés, et d'autre part, le public qui souffre de cette politique actuelle. Je pense aussi que le Covid, bon, effectivement, ça s'est éteint. Madame Lehn a encore dit dernièrement, grâce à la politique de vaccination, bon, moi j'ai tellement rigolé, j'ai dit à ma femme, allez, on va ouvrir une bouteille de champagne pour fêter ça. Hein. Ouais, c'est jusqu'où va... Ouais. Enfin, bon. On aura encore beaucoup à dire, mais je freine maintenant, parce que sinon le temps, il part, hein, en vitesse. Hein. J'avais envie de vous poser une question. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. J'avais envie de vous poser une question aux médecins qui sont ici. Y a-t-il quelque chose que nous,
nous, citoyens, le public, nous pouvons faire pour modifier ou pour améliorer l'avenir de cette santé, pour vous aider, pour aider les médecins qui sont, comme vous l'avez dit, maltraités, je sais la population aussi. Et que peut-on faire alors, si vous voulez réagir, docteur Yola? Oui. A priori, il fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Oui, je veux bien réagir. Moi, je suis pédiatre, donc ma relation avec les patients passe avec les parents passe par les enfants. Voilà. Mais c'est vrai que dans cette relation, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être extrêmement positif, c'est que les gens s'interrogent sur ce qu'ils ont. C'est-à-dire que bien souvent, ils vont en consultation voir un médecin, le médecin dit ok, c'est bon, soit il donne un diagnostic, mais il ne détaille pas trop, il fait une prescription et les gens repartent. Et quand on demande à la personne, alors qu'est-ce que tu as? Bon, j'ai ça. Dans le meilleur des cas, ils peuvent dire un diagnostic. Mais très souvent, ils disent bah, j'ai mal à l'estomac. Ou bien j'ai un petit problème au poumon. Et qu'est-ce que tu as comme traitement? Voilà, ils prennent pas en charge comment dire, le fond du problème. Ils poussent pas le médecin à préciser, à être plus précis. Quand ils ont la chance de tomber sur un médecin qui va détailler, c'est bien, mais dans bien des cas, comme la consultation peut être assez rapide, ils vont pas détailler. Et je pense que ça peut être une bonne façon d'aider les médecins, enfin en tout cas d'harmoniser cette relation médecin-patient, c'est d'amener le médecin à donner davantage d'informations sur ce que le patient a. Et que le patient lui-même aussi s'inquiète davantage de savoir ce qu'il a, avec un peu plus de précision, le traitement qu'il a, enfin voilà, pour pouvoir prendre en charge de façon active et non pas passive. Je pense que ça peut être une façon d'améliorer là. D'accord. Un autre médecin qui veut réagir? Non. Non, vas-y. Bon. Alors, je répondrai pour deux messages. L'un qui a été cité par mon collègue auparavant, le Dr Romain Blum. Je vais rapidement vous montrer ça, ce qu'il a voulu exprimer, et puis je vais parler sur ce qu'il faut changer dans la médecine. Bon, premièrement, je vous montre quelque chose. Si vous regardez ceci, et je vous conseille tous de regarder ceci, parce que si vous avez regardé ceci, vous aurez la compréhension de toute la crise soi-disant Covid qu'on a eue pendant 2 années et demie, uniquement par ces images. Regardez l'image en haut. Le monsieur après vous pouvez voir plus près. Le monsieur là s'appelle Mark McClellan. C'est ce monsieur-là. Il a été le commissionnaire de la FDA aux États-Unis en charge pour la régulation des produits vaccinaux de Johnson & Johnson. Et là, qui est ce monsieur-là? Mais son jumeau. C'est son jumeau. Et ce jumeau, maintenant, là, il était dans la FDA pour réguler, et maintenant, il est dans le Board of Directors of Johnson & Johnson. 1 an après. Par hasard. On continue. Ce monsieur-là, c'est particulier. Là, je l'aime bien. Ce monsieur-là s'appelle Scott Gottlieb. On the left is a former FDA commissioner in charge of regulating Pfizer. Et là, c'est son jumeau. On the right is a current member of the board of directors of Pfizer. C'est toujours des jumeaux. Et là, qui est ce monsieur-là? Le monsieur-là s'appelle Stephen Hahn. On the left, là, c'est le premier jumeau, is the former FDA commissioner in charge of regulating Moderna. Et là, son jumeau, là, on the right, is the current chief medical officer of Flagship pioneering the venture capital from Moderna. Et là encore, c'est particulier, je l'aime bien celui-là aussi. Ce monsieur-là, le premier jumeau, s'appelle James Cyril Smith. On the left is the CEO of Reuters, the agency.
et là, l'autre jumeau, là, de l'autre côté, on the right, is a current member of the board of directors of Pfizer. Reuters, Pfizer. Vous comprenez tout sur la politique des médias avec les firmes pharmaceutiques. Et là, c'est encore un cas spécial. Le monsieur là, il est entré en pension le 1er janvier à l'âge de 81 ou 82 ans. Ce monsieur a fait le bonheur ou le malheur de toute la politique sanitaire des États-Unis pendant 40 ans. Parce qu'il était le directeur du National Institute of Allergic and Infectious Diseases, avec un budget annuel entre 5 et 6 milliards de dollars. C'est le monsieur qui se trouve derrière toutes les recherches sur le gain of function, c'est-à-dire sur tout ce qu'ils ont fait avec les protéines spike, avec les ciseaux CRISPR-Cas, pour changer cette protéine, pour la rendre, pour l'augmenter, on l'a raconté hier ici à la tribune, pour couper au site furine et pour remplacer certains acides aminés et les remplacer par d'autres qui ont permis que cette protéine spike puisse entrer par des récepteurs dans nos cellules, par le récepteur ACE2, qui est le Angiotensin Converting Enzyme 2. Ça, c'est le monsieur là. Et alors, en 2014, il y avait Obama, parce qu'il y avait des petits accidents dans certains laboratoires aux États-Unis, à Fort Detrick, etc. Alors, Obama a déclaré un moratoire de 3 ou 4 ans pour ne plus faire de ces expériences de gain of function parce que c'était trop dangereux. Et M. Fauci, le directeur du National Institute of Health, a dit « Obama ». Alors, il a pris 500 millions de son budget du National Institute of Allergic and Infectious Diseases et il l'a donné aux Chinois. Et là, vous voyez sur cette image-là, Fauci, Wuhan Institute of Virology. Mais il ne pouvait pas le faire directement parce que c'était les deniers de celui qui paye les impôts aux États-Unis, du peuple. Alors, il l'a donné à une ONG, et cette ONG s'appelait EcoHealth. Ça sonne bien, écologique, health, santé environnementale, ça sonne bien. Le président de ça, c'était un certain Peter Daszak, et Peter Daszak a pris les 500 millions et les a mis pour continuer la recherche sur le gain of function dans le laboratoire P4 de Wuhan, qui a été construit par, ça doit vous intéresser, construit par qui? Par Mérieux, la firme Mérieux, le laboratoire Mérieux en France, qui l'ont construit, et après, les Américains ont mis l'argent là pour pouvoir continuer à faire le gain of function. Mais maintenant, j'arrête quand même, mais je crois que c'est intéressant pour montrer comment ces choses-là fonctionnent derrière les coulisses. Si on parle de laboratoire, d'industrie pharmaceutique, des liens avec les médecins, on pourrait montrer les mêmes choses avec les universités, l'industrie pharmaceutique qui finance les universités, et tout ça, On peut continuer. Merci. Pour demain après-midi. Non, mais c'est fou, hein, ces ressemblances physiques quand même. Je vais donner la parole à Laurence Kaiser qui reluquait le micro tout à l'heure. Là, je me suis dit, elle a absolument un truc à dire. En fait, je suis évidemment tout à fait d'accord et au courant de tout ça, mais il faut évidemment pas limiter la santé à des laboratoires de virus. Et il faut pas non plus limiter la santé uniquement aux médecins. C'est tout le personnel de santé qui est malmené, qui depuis très longtemps, c'est organisé. Pour la maltraitance, elle est institutionnalisée. Donc on voit maintenant des infirmières qui sont obligées de faire de l'encodage informatique et qui n'ont plus le temps d'être au chevet des patients. Et les médecins sont noyés de paperasse aussi, mais c'est pour tout le monde. C'est les kinés, les ergothérapeutes. On voit bien un effondrement de la population d'étudiants dans les études d'infirmières et d'infirmiers de médecine aussi. Et ces braves gens-là qu'on vient de nous montrer, mais ils se sont occupés aussi des universités. Donc les étudiants qui sortent maintenant, les jeunes diplômés, sont
formatés pour trouver une réponse unique à un problème complexe. Ils restreignent le vivant à des algorithmes et ils suivent des schémas, des protocoles. Ils ne sont plus capables, ils connaissent plus la sémiologie, l'étude des signes et symptômes. Ils ne regardent plus les gens parce qu'ils n'ont pas appris. Et tout ça, c'est le résultat de cette infiltration. Il y a très longtemps que, qu'elle me pardonne, j'ai oublié son nom de famille, La Mafia Médicale. Qui a écrit La Mafia Médicale? Ghislaine Langto, voilà. Ghislaine Langto, il y a 25 ans au moins qu'elle a écrit ce livre-là, et c'est évidemment encore plus d'actualité aujourd'hui. On en voit le résultat. Demain, on va devoir affronter les effets secondaires. On a beaucoup parlé de maladies cardiovasculaires ou neurologiques. Je vous rappelle quand même que les effets secondaires concernent pour 70, donc 70% des femmes. Et c'est au niveau gynécologique qu'on va devoir travailler avec des... Déjà, il y a un déni de la part des médecins, mais même quand ils acceptent de voir, on manque évidemment d'outils parce que les clés, on les a pas. On n'est pas très bien formé au niveau vraiment scientifique. La médecine, c'est surtout un art, beaucoup plus qu'une science. C'est pas une science précise, c'est beaucoup d'intuitif. Et on s'appuie sur des bases qui sont maintenant complètement... Ce sont des sables mouvants. Il va falloir effectivement prendre en charge tous ces effets secondaires, mais il y a quelque chose qu'on va probablement jamais pouvoir arranger, c'est tous ces enfants qui ne viendront pas au monde parce qu'on les a tués avant même qu'ils soient conçus. Comment on soigne ça ? Comment on fait pour réparer ça ? Ça va être compliqué. Ah oui, ça va être compliqué, en effet. C'est une bonne question. Je vais... Donc, malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette table ronde. Et oui, et ben oui. Ben non, on ne vient pas de commencer. Mais je vais donner la parole à Benoît encore, parce qu'il voulait encore intervenir. Et puis, je voulais savoir si vous êtes OK pour qu'on prenne quelques questions dans le public. Oui, ça vous va? Je vais essayer d'être concis, clair. Donc, je parlais de cette nouvelle pathologie qui existe due on a une physiopathologie du vaccin, des problèmes que font le vaccin. Le professeur Burkhardt en Allemagne a bien démontré avec les autopsies qu'on a deux sortes de pathologies. On a un syndrome inflammatoire dans tous les tissus et surtout dans les tissus glandulaires, les glandes salivaires, le pancréas, le foie, les organes sexuels. On a des espèces de plasmocytomes, des amas lymphoïdes qu'ils n'ont jamais vus sur le plan histopathologique. Cole en parle aussi aux États-Unis. Et on a des microthromboses qu'on retrouve un peu partout. Donc les dédimères dont j'ai parlé ne font pas de grosses thromboses, mais font surtout des microthromboses. Donc ces microthromboses ne sont pas des pathologies aiguës, ce sont des pathologies chroniques qui vont esquinter les organes. Exemple, une microthrombose au niveau des poumons, ça va boucher les petites artères au niveau des poumons. Ça va vous créer une hypertension artérielle pulmonaire. Ça va avoir un retentissement sur le cœur en vous entraînant une insuffisance cardiaque. Et ces personnes, après, peuvent faire des problèmes cardiaques. Tout ça, c'est une imagination. J'essaye d'expliquer ce qui se passe. Mais en fait, ça ressemble un petit peu à ce qui nous arrive actuellement. Donc, toutes ces petites microthromboses, je parle au niveau des poumons, insuffisance cardiaque, ça peut faire des arrêts cardiaques, ça peut faire des morts subites. Des microthromboses au niveau cérébral, ça peut faire toutes les pathologies dont on a entendu parler, de toutes les personnes, des effets indésirables, des tremblements, des trémors. Même cette députée républicaine qui a interrogé les représentants de Twitter l'autre jour disait qu'elle avait des trémors dans le bras, qu'elle avait des tremblements et qui ne disparaîtraient probablement jamais. Et tant mieux, parce que ça l'a rendue vraiment hargneuse contre ces gens de Twitter. Et j'étais content finalement qu'elle parle de ces effets indésirables pour vraiment le témoigner et pour dire que ça existe.
c'est une nouvelle pathologie, il faut la définir, il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise, il ne faut pas seulement qu'on parle des effets indésirables, mais c'est très important de parler des effets indésirables parce que finalement c'est une information qui est émotionnelle et ça marche énormément au niveau du public. Mais nous, en tant que médecins, il va falloir qu'on définisse cette pathologie pour qu'on dise qu'elle existe. Parce qu'on est toujours dans le déni, ils refusent de dire qu'elle existe. Il y a une pathologie qui est due à des microthromboses, qui est due à des inflammations, et ça peut être très très divers. C'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui est le plus important actuellement, et comme ça on va pouvoir s'occuper des patients. Il y a aussi, entre autres choses, quelque chose qu'on n'arrive pas encore à définir vraiment, mais qui commence à se définir, c'est les tumeurs, les cancers. On a une multiplication énorme des cancers. Une autre chose dont on n'en parle pas, c'est que Laurence vient d'en parler, les femmes enceintes, probablement, ont le spike, le transmettent à leurs enfants. On a énormément d'enfants qui ont été hospitalisés, des enfants de 0 à 6 mois. La clinique ici, la pédiatrie au Luxembourg, était pleine en période de décembre, avec des bronchiolites. Mais la majorité des enfants étaient des enfants de 6 mois, de moins de 6 mois. Donc il est possible que ce soit des enfants qui étaient hospitalisés parce que c'était des enfants de mères vaccinées. Et ça, on ne le sait pas. Il devrait y avoir une enquête, mais il n'y a aucune enquête, comme d'habitude, ils ne font rien. Parce qu'on ignore cette pathologie qui est due à probablement la spike. Et il faut la définir, cette pathologie. Si on définit cette pathologie, ils vont être obligés de la prendre en compte. Et plus on en parlera, et plus ils seront obligés de la prendre en compte. Merci. Merci Benoît. Merci. Alors on va prendre vos questions. Je pense qu'il y a le docteur Blum qui voulait juste ajouter un point, et puis on écoutera vos questions. Oui, c'est juste. Oui, parce que ça prend du temps, effectivement. Et ce dont je me réjouis, c'est effectivement l'auditoire plein, l'intérêt que porte cet auditoire aux questions vitales qui le concernent et qui nous concernent aussi. Hein. Et ce qui, d'autre part, est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas assez de temps. Parce que moi, je me suis fait un peu quelques mots-clés. Hein. Ça va du messenger RNA, qui est différent du naturel, de l'artificiel. La grande problématique de la spike protéine qui commence à être éclairée, parce qu'il faut se rendre compte qu'au début, on savait déjà beaucoup de choses, mais elles ont été cachées. En 2020, et même avant, et surtout en 2020-2021, on savait déjà beaucoup de choses scientifiques, elles ont été complètement cachées. Maintenant, la pression scientifique, parce que aussi les scientifiques, ils veulent un peu se profiler, la pression devient grande, elle devient même très grande. Et actuellement, quand on lit les articles scientifiques, et croyez-moi, j'en ai lu, hein, surtout vu ce problème de Covid, il y a beaucoup de mots ici que je me suis noté qui valent être discutés encore, et j'espère que ça continue, parce que c'est une bonne chose que le public comprenne par des mots simples ce qui se passe parfois de façon très complexe dans les études scientifiques, qui sont extrêmement difficiles à comprendre et à déchiffrer. Ça, c'était mon but aussi toujours dans ma carrière professionnelle, c'est d'expliquer aux patients avec des mots simples qu'ils comprennent en fait des situations compliquées, sans les fausser bien entendu, parce que sinon le contact va se rompre. Alors là, c'est l'RNA, c'est la spike protéine, c'est les constituants, c'est-à-dire les nanoparticules du vaccin, les injections sans aspiration. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Nous, en tant que médecin dentiste, quand on fait une injection, on aspire. Pourquoi? Pour être certain qu'on n'est pas dans une veine et que le produit, éventuellement semi-toxique, se cause des dégâts immédiats par le sang. Chez nous, c'est la tradition. Qu'est-ce qu'on fait ici avec vous, dans le muscle deltoïde? On met le truc dedans et hop, c'est parti. Si ça part dans une veine, en dedans de 2-3 minutes, vous avez ce produit dans tout votre corps. Il inclut, mes chers hommes, dans les testicules, chères femmes, dans les ovaires. C'est aussi vite que ça se passe. Voilà. Donc là, déjà, l'OMM a reconnu la faute, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disaient, oh non, l'aspiration n'est pas nécessaire. Point fini. Voilà. L'injection, par exemple, aussi. On a combien de cellules dans notre corps? 30 billions.
Alors 1 billion, c'est quoi? 1 million, ça se connaît. 1000 fois 1 million, c'est 1 milliard. 1000 fois 1 milliard, c'est 1 billion. Donc 10 exposant 12, c'est énorme. 30 billions de corps dans le corps, de cellules dans le corps. Combien d'éléments sont injectés avec une injection de Covid-19? 30 billions. Le nombre de nos cellules. Alors vous imaginez le tsunami qui va dans notre temps, n'est-ce pas? Et qui ne se termine pas. Au début, on avait dit le messenger RNA, il est dégradé en dedans de quelques minutes, quelques heures. Mais non, mais non. Actuellement, les articles prouvent que c'est beaucoup plus long, respectivement des mois. Le spike, on en parle même d'une année après des autopsies. Bon, je ne vais pas continuer. Il y a les problèmes du CT, du PCR test. Il y a la cellule scientifique de la Chambre, très intéressée. Et ça continue. Ce que j'espère, c'est que la discussion positive qu'on a aujourd'hui, exceptionnelle, qu'elle va continuer. Merci. Merci à vous. Bon, on part sur 10 minutes de questions. Alors, qui a une question? Allez. On va laisser... Mais c'est une question, je précise bien que c'est une question et que ce n'est pas un débat. Hein. On ne recommence pas, on est bien. Gardienne du temps, hein, comme d'hab. Francis, posez une question. Donc une question courte. Là, on a parlé beaucoup sur les vaccins, mais moi j'ai un point qui est essentiel. C'est la maltraitance des enfants qui a eu lieu avec le port du masque et toutes les restrictions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement, parce que les enfants souffrent et moi je peux en parler longuement. Oui, je pense que c'est, en tant que pédiatre, c'est pour vous. Oui, il y aurait des heures, hein, on pourrait passer des heures à parler de ça, parce que l'impact, autant on a su très très vite que le Covid ne concernait pas les enfants, l'infection elle-même n'était absolument pas menaçante pour les enfants, en tout cas en pédiatrie, nous on voyait pas de cas ou très peu, en tout cas ceux qui avaient été vite soignés. Par contre, toutes les mesures qui ont été prises ont été absolument épouvantables pour les enfants. Et on n'a jamais atteint un tel niveau de souffrance chez les enfants que pendant cette période-là, avec une augmentation des dépressions, y compris chez les tout-petits, des troubles du langage, troubles du comportement, des phobies scolaires, des suicides même. Hein, le taux des suicides, les collègues pédopsies avec lesquels je pouvais discuter me disaient qu'ils sont tous saturés parce que même des enfants qui avaient des problèmes antérieurement, qui étaient stabilisés, avaient rechuté. Mais de nouveaux cas apparaissaient et c'était une violence mais extrême. Ce que les enfants ont subi, on mettra du temps avant de réparer ça, si on arrive à le réparer, parce que ça a commencé chez les tout-petits, chez les moyens, chez les ados, et beaucoup d'enfants, entre autres les troubles du sommeil, enfin vraiment toute la série psychiatrique qui passe. Hein, ils ont tout subi, et ça... Alors, pas dans l'indifférence totale, mais en tout cas dans un déni total, puisque je voyais, on forçait des tout-petits à mettre le masque, ce qui était vraiment hallucinant. On ne se préoccupait pas de les voir s'écrouler, s'effondrer, pleurer. Cette violence-là, vraiment, je pense que oui, on pourrait en parler longtemps. En dehors de ça, les troubles du langage, on sait que les tout-petits acquièrent leur capacité à communiquer avec leur environnement grâce aux mimiques. Hein. Donc le faciès, c'est extrêmement important, le sourire, l'expression des yeux, enfin tout ça, ils sont des éléments extrêmement importants dans la construction du langage et de la construction, de l'élaboration de toute la sphère émotionnelle, affective. Eh bien tout ça a été banni. Les enfants avaient en face d'eux un masque. C'était terrifiant, c'était horrible, quoi. Et ça... les dégâts que ça a provoqués, je pense qu'on mettra beaucoup de temps à le réparer si on arrive à le réparer un jour. Oui, je suis d'accord. Merci. Laurence, tu veux rajouter quelque chose? Je voulais simplement rappeler qu'effectivement, certaines mères ont été masquées pendant l'accouchement et qu'on les a encouragées à porter le masque parce qu'elles étaient positives pendant qu'elles allaitaient leur bébé. Et c'est vraiment le fondement du lien humain qui fait ce que nous sommes
qui a été touché, que ce soit chez les enfants, chez les adultes, chez les seniors aussi, parce que il ne faut pas oublier qu'il y a eu une maltraitance extrême de nos aînés aussi, avec un abandon, et ça a même été au-delà de la vie, ça a été dans la mort, puisqu'on nous a interdit d'enterrer nos morts dignement, et qu'on a fait disparaître des corps, on les a mis dans des doubles housses. Pour tous ceux qui connaissent un tout... il ne faut même pas être médecin pour comprendre la logique. Un virus respiratoire se transmet quand on parle, qu'on tousse, qu'on éternue. Une fois qu'on est mort, c'est fini. Donc cette histoire de double housse, pour ne pas montrer le corps, c'est débile et c'est non scientifique. Et je ne comprends pas comment un seul médecin a pu cautionner cette absurdité. C'est ubuesque. Donc, oui, protocole, mais on est dans une société qui est extrêmement rigide. C'est un dinosaure énorme et poussiéreux qui est en train de se fissurer de partout. Et donc, effectivement, la maltraitance, elle a commencé à la maternité pour finir au cimetière. Merci. Question suivante. Alors, cher médecin, je suis là. Sur le côté là. Voilà, ici. Là-bas. Je voudrais vous demander si vous seriez d'accord de participer à des groupes de travail en naturopathie, sans conflit d'intérêt évidemment, parce que c'est mon projet à grande échelle depuis le Luxembourg de créer des groupes de travail entre médecins et des gens comme moi qui sont dans la médecine complémentaire, de pouvoir vous apporter notre expérience et de la mettre en commun et, comme Hippocrate le disait, faire un consortium autour du patient et arriver enfin à cette belle image et à la faire correctement. Voilà. Merci. Je vais répondre. C'est des discussions. J'ai beaucoup voyagé pendant 1 an parce qu'ils m'ont donné le plaisir de voyager. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de personnes et bien sûr, j'ai vu beaucoup de spécialistes et Vincent Pavran est là et d'autres personnes. On essaye de recréer une médecine, de créer une médecine qui est beaucoup plus diverse. Mais quand on réfléchit entre nous, entre scientifiques, on se dit qu'il faut diverser, il faut avoir une pratique qui est beaucoup plus diverse, aller vers la naturopathie, vers la phytothérapie, vers d'autres thérapies parallèles, mais garder un pied dans l'allothérapie, parce qu'on en a besoin. Parce que si on a besoin un jour d'un antibiotique pour soigner quelqu'un, il faudra quand même un antibiotique. Même si les huiles essentielles peuvent marcher, même si d'autres thérapies peuvent marcher, mais on aura quand même besoin de l'allothérapie. Et on aura besoin d'un médecin pour prescrire un scanner, pour prescrire pour avoir un diagnostic, parce que ça nous aide à notre médecine. Donc, il ne faut pas être radical. Il faut s'ouvrir à plein de choses, mais ne pas être radical. Pas aller uniquement vers la phytothérapie, pas aller uniquement vers des thérapies, je ne sais pas quoi. Moi, je m'ouvre, je suis ouvert, je suis intéressé à tout. Mais j'essaye de faire le mieux pour mes patients. Et le mieux pour mes patients, c'est pouvoir disposer de tout. D'accord ? Je reviens aussi sur une chose, c'est toutes les personnes qui essayent de savoir s'il y a du shading, pour savoir s'il y a des thérapies pour le Covid, pour les problèmes des vaccins. Il y a plein de théories, il y a plein de thérapies, et Christian Perron en a parlé. On essaye de faire pour le mieux, mais on n'a que des théories pour l'instant. On ne sait pas. Le shading, c'est théoriquement possible. On ne sait pas. Et on va faire des recherches pour ça. On attend qu'il y ait des publications. On attend qu'on ait plus d'éléments pour savoir et pour pouvoir vous dire ce qu'on doit faire. Mais pour l'instant, on ne sait pas. La première chose qu'on a à faire, et ce qui est beaucoup, beaucoup plus important actuellement, c'est d'arrêter ce vaccin. Et de soigner les gens qui ont des pathologies. D'accord ? Et une autre chose, et Alexandra Yoko en a parlé, si on commence à dire qu'il y a du shading et que c'est très grave, on va séparer les vaccinés des non-vaccinés. Ce qui est encore pire. Et sur le plan éthique, moi, je ne peux pas séparer les gens. Elle répond à la question posée, c'est oui. Hein. Il n'écoute plus. Il n'écoute plus, mais je réponds, c'est oui. Au bout. C'est une question. On est. S'exprimer avec une opposition.
jeunes par rapport à la vaccination depuis très longtemps, par rapport aux 11 vaccins. On parle des masques, on parle de tout ça. Ça fait des années qu'on infecte la jeunesse et qu'on donne des pathologies. Je voudrais juste, pour ne pas accuser de vous lire, vous donner simplement. Non, là, vous avez la pause après. Non, vous avez une pause. Sécurité? Bonjour. On a une pause après pour pouvoir discuter. Bon, je m'excuse, j'étais pas là hier, donc j'ai pas réussi à voir tout le discours qui a été fait. Par contre, j'aurais une question. On part à la pause. On va faire vraiment la question. Monsieur, vous aurez la parole d'ici peu. Vous aurez la parole à la pause. C'est une question. C'est une question. Non, c'est une question. Là, c'est une question, monsieur. Pour le débat, ce sera plus tard. Voilà. Bon, on va attendre. On est d'accord, mais là, c'est vraiment une question. On entend votre frustration, monsieur. On est tous là pour les mêmes raisons, je pense. Exactement. Bon, comme je disais, je m'excuse, je n'étais pas là hier, donc je n'ai pas eu tout ce qui a été discuté. La question est très claire, comment se préparer pour la prochaine pandémie? C'est déjà même triste de devoir se poser cette question, mais d'un point de vue légal, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour se protéger? J'ai passé 2 ans à avoir des conflits avec la police, avec pas mal de situations, bon, parce que je suis contre le port du masque et d'autres raisons. Et maintenant, pour le futur, avec tout ce qui a été fait, toutes les études qui ont été mises en place, les découvertes par rapport aux effets secondaires, comment se protéger en tant que civil quand on est remis dans une situation pareille? Et même vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez faire d'un point de vue légal? Parce que je pense que si on ne parle pas du légal, on ne parle pas vraiment de quelque chose qui va pouvoir changer. Donc, qu'est-ce qui est fait derrière et qu'est-ce qui est mis en place pour optimiser ou améliorer et protéger les civils comme nous face à une nouvelle pandémie où des abus seront effectués? C'est une question pour les juristes plus que pour les médecins, je pense. Nous, en tant que médecins, nous avons normalement la liberté thérapeutique. Et donc, pour le moment, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre des limites et de refuser ce qui ne vous convient pas, parce que vous êtes évidemment les garants de vous-même. Et donc, si le médecin que vous consultez ne vous respecte pas, changez. Je sais que c'est pas facile, mais faites-vous respecter. Rappelez-lui que vous êtes le client. Et que sans patient, il ne gagne pas sa vie. Enfin, voilà. Mais je pense que ce sont vraiment des questions à poser aux juristes plus qu'aux médecins. J'ai peut-être Dr Colombera d'abord. C'est bon? Oui, j'ai une question à poser. Est-ce que vous êtes encore convaincu que le virus, le Covid, puisse vous faire du mal? Non, mais écoutez, oui ou non? Écoutez, levez la main ou levez pas la main. Levez la main. Est-ce que vous êtes encore convaincu que le virus du Covid puisse faire du mal? Okay. Le virus du Covid? Non. Pourquoi? Mais je vous donne l'explication. Alors, on part du principe que le virus du Covid a été manipulé au laboratoire. Ici, il y a le professeur Montagnier qui avait dit qu'on avait mis une séance de sida à l'intérieur, donc c'était un nouveau virus. Bon, et dans la nature, bon, les nouveaux virus, bon, ça existe, ça n'existe pas. Moi, dans mon expérience, j'ai jamais vu qu'un virus, il survivait à moins 30 degrés et à plus 30 degrés. Donc c'est un virus très stable. Donc il fallait qu'il soit fait quelque part dans le laboratoire pour être stabilisé. Bon, mais le corps, lorsqu'il entre en communication avec un virus, c'est comme à la douane, il y a quelqu'un qui vient et le corps doit le reconnaître. Il doit réagir après 1, 2, 3 jours. Et puis, on se dit, en médecine, on dit, bon, il y a les virus qui attaquent les branches, on a la toux, on a les courbatures, on a la fièvre, on a l'expectoration. Bon, ça c'est dû au virus. Bon, on peut aussi tourner l'affaire et dire que c'est le corps qui essaie de se débarrasser du virus. On peut aussi penser comme ça. Bon, mais à un certain moment, lorsque le corps a reconnu le virus,
à un certain moment, il ne réagira plus. C'est-à-dire, plus que le virus vient, moins le corps va réagir parce qu'il le connaît. Donc, à ce moment-là, il ne faut plus avoir peur du virus du Covid. Si maintenant il y a un autre virus qui soit fabriqué du laboratoire, c'est une autre chose. Oui, parce qu'il n'est pas connu. C'était sa question. Mais justement, donc il ne faut pas avoir peur du virus du Covid, parce qu'il a fait son travail, c'est tout. Le corps a été immunisé et personne ne parlera plus. Donc n'ayez pas peur, je vous dis encore une fois, n'ayez pas peur, parce que le virus du Covid, il est passé. Un dernier... Je voudrais peut-être aussi brièvement intervenir sur cette question, parce qu'au fond, c'était une question politique. Que faire pour éviter que ça n'arrive encore une fois? C'était ça la question. Évidemment, de l'autre côté, les gens sont... Vous l'avez remarqué, ils ont parlé de la variole du singe, puis maintenant de nouveau des oiseaux, donc la grippe des oiseaux, etc. Et puis, Bill Gates a dit, il a déjà organisé le 13 octobre à Bruxelles une autre pandémie qui s'appelait Catastrophic Contagion en présence d'Ursula et du Gafi et du World Economic Forum, etc. et où il a simulé la nouvelle pandémie. Elle va arriver en 2025. Elle durera jusqu'en 2028 et elle ne sera pas provoquée par des coronavirus, mais par des entérovirus respiratoires qui, d'après cette simulation, sera mortelle pour la moitié des enfants et des jeunes. Bonjour la terreur, bonjour la panique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut combattre ces idiots, ces crapules. On est d'accord. Parce que ce sont des crapules immondes. Et si des politiques se laissent influencer par ces gens-là, alors ne les élisez plus. Moi, je ne vais élire aucun politique aux prochaines élections en automne ici qui n'a pas demandé pardon auparavant de ce qu'ils ont fait jusqu'ici. D'abord le pardon et puis on pourra redevenir démocratique. Merci Jean. Un bon conseil, n'allez pas aux urnes, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour le conseil. Merci beaucoup. C'était une question, c'était... Allez, une dernière pour la route, comme on dit chez moi. Non, j'ai le droit de poser une question comme tout le monde. Un des tout gros points quand même, je voudrais juste une ou deux pistes d'action. Comment est-ce qu'on peut finalement améliorer cette pharmacovigilance? C'est les vaccins, mais c'est tout le reste aussi. C'est comme un élément crucial pour la suite de la médecine, quoi. Je veux dire, c'est parce que bon, voilà. Si quelqu'un a-t-il une piste que pas rajouter? Alors, il y a quelque chose de très très bien, c'est que samedi passé, l'Ordre des médecins a organisé un mini débat. On peut discuter si c'était un vrai ou un pseudo-débat, mais ça c'est autre chose, mais ils ont quand même admis que la pharmacovigilance était défaillante et qu'il fallait y travailler. Donc, va-t-on mettre du personnel supplémentaire? Je pense qu'à nous, citoyens, d'être vigilants par rapport à ça, effectivement. J'ai quand même une petite remarque à faire pour un aspect juridique. Normalement, quand une firme met sur le marché un médicament tout nouveau et qu'il est en phase 3 d'expérimentation, c'est la firme qui est tenue de veiller à la pharmacovigilance. C'est elle qui doit surveiller les personnes qui participent à l'expérience. Donc ici, il y a de toute évidence une mauvaise foi organisée. Donc c'est même pas un défaut de pharmacovigilance, c'est carrément que ceux qui devraient la faire ne la font pas. Les firmes ne surveillent rien et c'est pas normal. Je vais apporter une réponse au monsieur. Excuse-moi d'interrompre, mais il y avait le laboratoire Pfizer et Moderna qui en octobre 2020 savaient déjà qu'il y avait 12 d'effets secondaires très très graves. En octobre 2020. Donc, et rien ne s'est passé. Les gouvernements ont accepté ça et n'ont rien dit. L'EMA l'a accepté aussi. C'est à 14h30.
Je vais apporter une réponse juste au monsieur qui parlait des 11 vaccins pour les enfants. J'ai une réponse que je donnais à mes patients. Je leur disais simplement, savez-vous combien de stimulation vaccinale a un bébé entre 0 et 1 an? Une stimulation vaccinale, c'est une stimulation pour une maladie dans un vaccin. C'est-à-dire qu'il y a des vaccins où il y a 5 maladies. Il y a d'autres vaccins comme des pneumovax où il y en a le pneumovax 14 et 21. Il y a 21 pneumocoques. Donc combien de pathologies, combien de stimulation vaccinale il y a entre 0 et 1 an chez un enfant, chez un bébé qui fait le calendrier vaccinal? Il y a 69 stimulations vaccinales. Donc c'est un bombardement de stimulation immunitaire. Il se trouve que depuis une vingtaine d'années, on a une augmentation de toutes les maladies auto-immunes chez les enfants et surtout les diabètes. Et qui coûtent très très cher, un diabète. Donc il y a des questions à se poser. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si ces vaccins sont utiles ou pas utiles, parce qu'il est possible qu'ils soient utiles. Mais il y a peut-être plein de choses à voir. Peut-être trop de vaccins, peut-être aussi des éléments qui sont dans les vaccins qui ne devraient pas y être, comme l'aluminium, le formaldéhyde, qui est cancérigène, certains. Le mercure a été enlevé normalement, il n'y a plus de mercure, je crois. Hein. Si, il y en a encore dans certains vaccins, mais je ne crois pas que dans les vaccins européens, on n'en a pas. Mais en tous les cas, il y a sûrement des choses à voir. Mais de toute façon, on espère que le vaccin contre le Covid et toute l'historique du Covid va faire un scandale. Et lorsqu'on aura eu ce scandale, on pourra revoir toute la médecine. Et c'est ce qu'on espère. Merci.